Rebonjour. Alors, comment marchent les médicaments qu'on utilise tous les jours? En gros, les anti-VEGF et les corticoïdes. Pourquoi on se pose cette question? Ça marche et puis c'est tout, en fait. Alors, si ça voulait bien arriver. En fait, ce que je trouve bizarre, c'est que on bloque le VEGF avec des anti-VEGF. C'est des médicaments qui sont extrêmement spécifiques. Je ne sais pas si vous allez me donner ma présentation. Et donc, c'est la 2. C'est BR-Cohen 2. Voilà. Donc, on bloque les anti-VEGF. On utilise les anti-VEGF, ça va neutraliser le VEGF et ça marche. Et ça ne bloque que le VEGF, c'est très, très spécifique. Et donc, ça veut dire que le VEGF, il entraîne de l'œdème. D'accord. Mais le même patient, vous lui donnez des corticoïdes qui ne diminuent pas le VEGF. Et ça marche quand même. Donc, il y a des choses qui ne sont pas claires quand même. Alors, comment ça marche en réalité? D'abord, comment les corticoïdes marchent? Les corticoïdes, ça se lie à des récepteurs, glucocorticoïdes, minéralocorticoïdes. Le glucocorticoïde, ça va être tout ce qui est anti-inflammatoire, etc. Et le minéralo, vous savez, c'est le rein, ça réabsorbe le sodium, le potassium, c'est plutôt les transports hydroioniques. Et puis, on a fabriqué plein de médicaments, on utilise, on dit, est-ce que c'est la même chose de mettre une Dexa, une Tria, un fluocinolone, est-ce que c'est la même chose? En fait, ces médicaments, ils ont été modifiés par rapport au cortisol, parce que vous voyez, les molécules sont très proches. Et toute l'histoire, c'était comment faire pour avoir les effets positifs anti-inflammatoires sans avoir les effets secondaires de rétention hydrosodée, parce que sinon, les gens mourraient d'hypertension artérielle. Donc, ils ont fait plein de modifications. Et vous regardez la table qui vous dit la Dexa, c'est 25 fois mieux que le cortisol et vous n'avez pas l'effet rénal. Très bien. Seulement, le problème, c'est que nous, dans l'œil, finalement, l'effet rénal, on s'en fout. Puisque comme on les met dans l'œil, ça ne nous concerne pas trop. En fait, ça nous concerne quand même un peu, parce que dans l'œil, il y a aussi ces récepteurs, et ils font quelque chose. Vous voyez, ça, c'est des récepteurs glucocorticoïdes. On les trouve dans les ganglionnaires, on les trouve dans les cellules de la nucléaire interne, on les trouve dans les photorécepteurs chez l'homme, et ça, c'est le récepteur minéralo. Il y en a pratiquement autant. Donc, peut-être qu'il faut s'intéresser. En fait, c'est pas anodin. Alors, comment ça va marcher? D'abord, c'est anti-inflammatoire. Ça, tout le monde sait, ça marche super bien sur l'inflammation. Et effectivement, ça va essentiellement réprimer la production des cytokines pro-inflammatoires par la voie NF-κB. C'est aussi un très puissant vasoconstricteur. Le corticoïde, c'est très vasoconstricteur. C'est pour ça que quand vous en mettez dans le nez, généralement, ça marche très vite. Et pourtant, sur la rétine, il n'y a aucun effet sur la vasoconstriction rétinienne. Ça a été bien montré. Et puis, ça va reformer les jonctions, ça restaure la barrière. Simplement, vous voyez ici. Ah, on n'arrive pas. Voilà. Ça, c'est un travail qui a effectivement montré qu'ils ont pris des patients qui ont du diabète, ils les ont mis soit en VEGF, soit aux urdex, et puis ils ont regardé ce qui se passait au début et à 6 mois, après ils ont switché. Et puis ils ont pris l'humeur aqueuse. Et vous voyez qu'à 6 mois, on sait bien, ça marche mieux en réduction d'épaisseur maculaire avec les corticoïdes qu'avec les anti-VEGF. La vision, c'est la même chose. Et ils ont regardé ce qui avait changé dans l'œil. Après, aux urdex, on a diminué pas mal de choses qui sont des molécules de l'inflammation, mais pas que, aussi des molécules qui jouent sur l'endostatine, par exemple, ou l'angiotensine 2. Et puis, les anti-VEGF, évidemment. Excusez-moi. Ils ont essentiellement diminué le VEGF. L'Ozurdex n'a pas diminué le VEGF. Il y a quelques molécules qui sont communes quand même, dont MMP9 que vous allez retenir. Alors, à part d'être anti-inflammatoire, ça va restaurer la barrière. Ça, c'est sûr, ça augmente la quantité d'occludine, donc ça reforme les jonctions, et comme je vous l'ai dit, ça ne la reforme pas qu'au niveau des vaisseaux, ça la reforme au niveau de l'épithélium pigmentaire, et puis au niveau aussi de cette fameuse limitante externe. Et donc, c'est très important parce que ça permet au système de drainage lymphatique de fonctionner correctement. Et si ce système fonctionne correctement et que les jonctions se reforment, on va pouvoir éliminer ce qui s'est accumulé, et ça a été montré. Les corticoïdes, ça marche bien pour aller nettoyer les exudats, avoir un effet vraiment de nettoyage en quelque sorte de ce qui reste dans la rétine des dépôts, par exemple. Ça, c'est un papier, si vous êtes intéressé. Il y en a 86 pages, il y a des vidéos, ça vous explique tout sur le thème maculaire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on avait fait une étude il y a très longtemps, en 2005, on avait regardé ce qu'on a commencé avec le Kenacort. Et ça, c'était vraiment un collègue ophtalmologiste qui avait un problème, qui m'a demandé de l'injecter. Et puis il est revenu une heure après, et puis il m'a dit, c'est extraordinaire, je vois.
J'ai dit comment? Ça fait 1 heure. C'est pas possible. Et donc je l'ai repassé en OCT. Et ben 1 heure après, il y avait 80% de l'effet qui était déjà là. Donc en fait, tout ce qu'on a expliqué là, qui est anti-inflammatoire, qui reforme des jonctions et tout ça, c'est pas possible en 1 heure. Parce qu'il faut déjà 8 heures pour fabriquer une protéine de jonction. Donc il y a autre chose. Et effectivement, quand il a plu, la scène a débordé, même s'il pleut plus, ça va mettre des jours à partir. Si ça part très vite, c'est qu'on a ouvert le système de drainage. Alors c'est quoi le système de drainage dans la rétine? Eh ben c'est toutes ces pompes, sodium, potassium, pompe à eau, qui sont selon des gliales de Müller et au niveau de l'épithélium pigmentaire. Est-ce que les corticoïdes agissent là-dessus? D'abord, on sait que ces pompes, elles sont essentiellement autour des vaisseaux parce qu'elles vont drainer et ramener l'eau vers les vaisseaux et autour du système lymphatique. Et chez le diabétique, par exemple, vous voyez le rouge là, au lieu d'être près des vaisseaux, hop, il est en bas du Müller, donc l'eau, elle reste en bas. Et effectivement, d'ailleurs, Elodie a participé à ce travail. On avait montré au laboratoire que la triamcinolone ou la dexaméthasone vont jouer un rôle sur l'expression de ces différentes molécules, l'aquaporine 4 ou le KIR, mais jouer aussi sur leur distribution, avec une distribution qui va revenir à l'endroit où il fallait autour des vaisseaux. Mais comme vous voyez ici, par exemple, dexaméthasone ou triamcinolone, ça n'a pas le même effet. Et c'est pareil avec les autres molécules, je ne vais pas tout les faire, mais c'est à peu près la même chose. Et effectivement, ça c'est le message important, c'est que ici on a regardé les gènes qui sont régulés par dexaméthasone, corticostérone ou triamcinolone, c'est chez l'animal. Les gènes en commun qui sont augmentés ou diminués, zéro. Donc en fait, quand on dit on met quelqu'un sous corticoïde, oui mais quel corticoïde? Et c'est pourquoi on vous dit que certains médicaments marchent mieux dans certaines formes de la maladie, etc. Ça s'explique parce qu'en fait, c'est pas la même chose en fait. Donc les corticoïdes, ils agissent par des mécanismes multiples, pas seulement l'inflammation, ça va aussi restaurer des systèmes de drainage et de nettoyage. C'est pour ça que ça marche très bien et très vite. Et l'autre chose importante, c'est que c'est pas tous les mêmes, donc effectivement, on peut comprendre que les patients ne réagissent pas de la même façon. Il y a une autre question qui est intéressante quand même, c'est pourquoi ça marche pas dans la DMLA. Parce que s'il y a bien un endroit où les corticoïdes devraient marcher, c'est la DMLA. Parce que la DMLA, c'est plus une maladie de l'inflammation que le diabète quand même. En plus, les corticoïdes, c'est anti-angiogénique. Et en plus, c'est anti-œdémateux. Donc, dans la DMLA équitative, ça doit marcher. Et bien, en fait, ça ne marche pas du tout. Et ça ne marche pas du tout, c'est même pire que ça, c'est que ça, ces études qui ont été faites par Ursula Schmidt-Erfurt, elle avait pris des patients après 3 anti-VEGF ranibizumab, elle les avait mis soit avec ranibizumab toujours mensuel, soit ranibizumab plus Ozurdex, et quand on met l'Ozurdex, en termes d'épaisseur maculaire, on est moins bien que si on a la monothérapie. Donc non seulement ça ne marche pas, mais en plus ça aggrave. Et elle avait fait ce travail aussi très intéressant où elle avait regardé ce qu'il y avait comme molécule. Et effectivement, il y a une molécule intéressante, par exemple, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est MMP9. Et bien, MMP9, c'est diminué quand on met le ranibizumab, mais si on met ranibizumab plus Ozurdex, ça augmente. Et MMP9, c'est une des molécules que vous avez vu tout à l'heure, est importante à diminuer pour que ça ait un effet. Et comme par hasard, MMP9, ça se lie à l'hypocaline 2, dont peut-être je parlerai si j'ai le temps. Et c'est une molécule qui est connue pour être une cible de la voie minéralocorticoïde. Donc l'hypothèse, c'est que si ça ne marche pas, c'est peut-être que quand le corticoïde va venir se lier sur ces récepteurs, il trouve beaucoup de récepteurs minéralocorticoïdes et au lieu d'être bénéfique, il devient délétère et il ne peut pas marcher. Donc ça, c'est un travail qui a été publié récemment par Minsao dans un laboratoire et qui a montré que, effectivement, je vous passe un peu tous les détails, mais globalement, il y avait une petite étude qui avait été faite aussi en Suisse par Irmela Mantel, c'était 20 patients qui avaient eu énormément d'anti-VEGF, vous voyez qu'il y en avait reçu 37 à peu près, et qui malgré ça avaient toujours des signes oxydatifs, et qui, on a continué à les injecter mensuellement, mais on les a mis sous éplérénone, ou spironolactone ici, et c'était pendant 3 mois, puis on a arrêté et on a regardé ce qui se passait. Et globalement, ce que ça a montré, c'est que quand ils étaient en combination thérapie, il y avait une diminution de l'épaisseur intracellulaire et du liquide sous-rétinien, ça c'est le meilleur cas, ils n'étaient pas tous comme ça, mais vous voyez ici les signes oxydatifs, on le met en traitement combiné et beaucoup mieux, on arrête le traitement combiné et revient à l'état antérieur. Donc l'hypothèse, c'est que peut-être
on arrivera à trouver des marqueurs qui nous diront quels patients peuvent bénéficier de ce traitement. Et à ce moment-là, on fera une étude peut-être pour le démontrer de façon plus systématique. Alors maintenant, je vais aller très vite, mais je voudrais quand même présenter ça. Dans la DMLA, c'est le VEGF qui marche. Ça, c'est sûr, ça marche très bien. 95% des patients vont garder leur vision et il y a 30% qui en plus vont en gagner. Donc, c'est fantastique, c'est fabuleux. Et c'est vrai que ces molécules, elles ont été hyper optimisées. Depuis qu'on avait l'Avastin, les autres, elles ont été tellement optimisées. Vous voyez que c'est des molécules qui marchent à 0,49 picomolaires. Pico, c'est 10 moins 12 molaires. C'est presque homéopathique, en fait. Ils ont été tellement optimisés qu'il en faut très peu pour que ça marche. Et alors, généralement, quand on a une molécule qui est très spécifique, on s'attend à voir que les patients ils ont le VEGF élevé quand ils sont malades. Et puis vous neutralisez le VEGF, ils sont plus malades. C'est ce qu'on attend. On attend à voir que, comme c'est un très puissant anti-angiogénique, on inhibe l'angiogénèse. D'ailleurs, si on met un anti-VEGF dans un néovaisseau pré-rétinien, vous faites une injection, il disparaît. Dans l'iris, il disparaît aussi. C'est normal, c'est des anti-angiogéniques. Et puis on s'attend à avoir un effet dose-réponse, parce que c'est très puissant. Et enfin, la logique, c'est que normalement, le bevacizumab et la aflibercept, qui font 150 kilodalton, ils ne devraient pas marcher dans la DMLA. Parce que les molécules, elles ne traversent pas la rétine. Et en fait, effectivement, ça fait 3 fois que je le montre, rien de tout ça n'est vrai. Et rien de tout ça n'est vrai parce qu'effectivement, le VEGF dans la DMLA n'est pas augmenté par rapport au contrôle. C'est pareil. Il n'y a pas plus de VEGF dans l'œil des patients DMLA que chez les contrôles. Les néovaisseaux, avec l'OCTA, on les voit maintenant. Ils sont toujours là. Ils ont même tendance à s'étendre. Alors c'est vrai qu'il y a des changements dans le flux, mais ils ne disparaissent pas. On en a mis des kilos de VEGF tous les mois. Ils n'ont pas disparu. Et puis, ça, ils ont développé en fait le ranibizumab parce que quand ils avaient utilisé l'Avastin, ça c'est le marquage de ceux qui l'ont développé, ça rentre pas. Or c'est là qu'il est le problème. Pourtant ça marche pareil. Et puis alors là, c'est le pire, c'est que ça c'est le FAB 12, c'est l'équivalent du 806. Et bien ça c'est le binding au VEGF murin. Donc ça c'est l'humain, oui, un très bon binding, ça veut dire une très bonne affinité, mais ça ne se lie pas au VEGF murin, donc de rat ou de souris. En fait, ça marche pas. Donc si vous utilisez dans une expérience de l'Avastin ou du Lucentis chez un rat ou chez une souris, ça ne peut pas marcher parce que ça ne se lie pas. C'est ceux qui l'ont fabriqué qui l'ont dit. Et bien en fait, il y a pas loin de 1000 articles qui montrent que ça marche. Donc il y a un sérieux problème. Alors, comment ça marche? Alors ça c'est une hypothèse, peut-être un peu loufoque, mais voilà l'hypothèse. En fait, ce qu'on sait, ça c'est vrai, c'est que quand on met, comme je l'ai dit tout à l'heure, le VEGF, son rôle principal, c'est d'induire la formation des fenestrations et leur ouverture. Et c'est très important parce que ces fenestrations, elles servent à quoi? Elles servent à régler la quantité de protéines qui passe de la circulation vers la choroïde. Et cette quantité de protéines, elle est très importante parce que ça crée un gradient. Et c'est le gradient qui permet que l'eau sorte tout le temps et que donc la rétine se déshydrate. Et qu'est-ce qui se passe quand on met dans l'œil, par exemple, 2 mg d'une protéine? En fait, on modifie la pression oncotique de façon très significative. C'est énorme en fait comme modification. Et vous savez, quand les gens sont dénutris, qu'est-ce qui se passe? Ils ont le ventre qui gonfle en fait. Parce que comme ils n'ont pas assez de protéines dans la circulation, l'eau sort et ils gonflent comme les enfants là, qui sont dénutris. Si on leur donne de l'eau, qu'est-ce qui se passe? En fait, on aggrave le problème parce que l'eau continue à sortir. Qu'est-ce qu'il faut leur donner? Des macromolécules. Donc, on donne soit de l'albumine, soit du voluvène, soit... Et ça fait quoi? Ça fait que l'eau retourne dans le comportement. Donc, on sait que si on modifie les pressions oncotiques, on fait bouger les liquides. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, quand on injecte 2 mg ou 1 mg de protéines dans un milieu qui est très pauvre en protéines? Eh bien, on fait bouger les liquides. Et donc, une des hypothèses, c'est que on a cet effet en réalité, qui est un effet lié à la macromolécule. Et là, il y a un médicament qui est sorti, Kodiak, 1000 kilodalton.
C'est énorme. Ça peut jamais rentrer dans la rétine. Ça déshydrate la rétine, ça marche pendant 6 mois. Donc c'est sûr qu'il y a un effet comme ça qui doit exister. L'autre chose qu'on a fait, c'est qu'on a regardé tous les gènes qui sont régulés dans la rétine quand on met le ranibizumab chez le rat, donc qui ne neutralise pas, ou le vrai contrôle, c'est-à-dire un Fab avec le polysorbate, etc. Et on a vu que les gènes, ils sont communs forcément, puisqu'ils ne neutralisent pas le VEGF, il a le même effet que celui qui n'a pas de binding au VEGF. Mais c'est pas anodin, parce que d'avoir changé la pression oncotique, d'avoir mis une macromolécule, il y a plein de gènes qui sont augmentés ou diminuer, et pas n'importe lesquels. Ange PTLK, des molécules qui sont connues pour jouer sur l'œdème et qui jouent sur le drainage en fait des macromolécules et donc des protéines. Voilà, donc on a sorti ce papier avec tous ces types de chocs, avec peut-être un effet anti-œdémateux qui n'est pas lié à la neutralisation du VEGF. Ça marche quand même, mais peut-être que c'est pas tellement spécifique. Donc les conclusions générales, c'est que les médicaments qu'on utilise pour traiter essentiellement l'œdème maculaire, ils ont des effets beaucoup plus complexes sûrement que ce qu'on imagine. Que les corticoïdes, on pense toujours c'est les corticoïdes, il faut repenser quels corticoïdes. Et puis les anti-VEGF, peut-être qu'on aura dans l'avenir des molécules qui vont être plus simples, qui vont aussi utiliser ce principe pour avoir un effet anti-œdémateux. Il ne faut pas oublier que quand on met dans l'œil, chaque fois qu'on va injecter quelque chose, on va changer le micro-environnement et ça va avoir des effets bien plus importants que ce qu'on peut imaginer. Voilà, merci aux organisateurs.